Mesdames et messieurs, de toute urgence et en secret, un sous-marin américain a coulé un navire russe. De votre point de vue, est-ce que les sous-marins américains coulent souvent des navires russes? Eh bien, la réponse est non, pas vraiment. Et aussi, pourquoi la Russie garde-t-elle le silence comme un poisson, comme si elle avait la bouche pleine de tequila au piment? Eh bien, voyons donc ce qui s'est réellement passé. En Méditerranée, la nuit, le cargo russe Ursa Meir navigue entre l'Espagne et l'Algérie, accompagné de 2 navires militaires russes. Il transporte officiellement des grues et conteneurs vides de Saint-Pétersbourg à Vladivostok. C'est ennuyeux. Волга во Владивосток. Un voyage ennuyeux, la routine, non? Une question se pose immédiatement. Pourquoi une escorte militaire? 2 navires militaires pour protéger. Protéger quoi? Des conteneurs vides ou des grues? À 21h, 50h locale, quelque chose a frappé la coque de Ursa Meir par en dessous, silencieusement, sans flamme. Juste une brèche. Il s'est avéré qu'elle mesurait 50 sur 50 cm. Le navire a commencé à s'enfoncer lentement par la poupe. Et déjà, quelques minutes plus tard, des avions américains apparaissent tout à fait par hasard dans cette zone, soudainement, sans raison apparente. Ils étaient juste comme par hasard, ils étaient déjà là. Comment savaient-ils pour cet accident fortuit? Ou bien savaient-ils ce qui devait se passer et quand? Coïncidence? Il y a un autre mot pour ça. Aujourd'hui, nous allons vous parler de ce que les grands médias mondiaux préféreraient taire. Eh bien, encore pendant 10 ans. Ce qui s'est passé en Méditerranée sous le couvert de la nuit. Et surtout, pourquoi les Américains ont rendu cette histoire publique précisément maintenant. La veille, Donald Trump rencontre Xi Jinping. Et ce que Donald Trump pourrait éventuellement mettre sur la table devant le dirigeant chinois. Pour comprendre ce qui s'est passé en Méditerranée, il faut revenir en arrière. Octobre 2024. Kim Jong-un a envoyé en Russie, pas moins de 10 000 soldats nord-coréens, des êtres humains bien vivants, pour se battre pour des intérêts totalement étrangers sur une terre totalement étrangère. À mon avis, cela ne s'est jamais produit dans l'histoire moderne. Cela n'est jamais arrivé, qu'une puissance nucléaire envoie son infanterie mourir pour une autre puissance nucléaire. En échange de quoi? C'est justement à partir de cette question que tout commence. C'est précisément ce « en échange de quoi » que les services de renseignement occidentaux cherchaient. Et la réponse s'est avérée pire qu'ils ne l'avaient imaginé. La Russie payait la Corée du Nord avec des technologies nucléaires, concrètement, avec des cuves de réacteurs du modèle VM4SG. Ça ne vous dira rien. Mais ce sont des réacteurs qui sont installés sur les sous-marins russes de la classe Delta IV. Oui, ceux-là même qui transportent des missiles balistiques avec des ogives nucléaires. 2 de ces réacteurs se trouvaient dans la cale de ce même Ursa Major, dissimulés dans le manifeste du navire comme des écoutilles pour un brise-glace. Kula. Des écoutilles pour un brise-glace. Pourquoi Kim Jong-un? Kim Jong-unu A-t-il besoin de sous-marins? Ce n'est pas une question de prestige. Ici, il y a aussi du prestige. Un sous-marin nucléaire, c'est une arme dite de seconde frappe. Le sous-marin peut rester des mois sous l'eau, inaperçu, n'importe où dans l'océan Pacifique. Si les États-Unis ou la Corée du Sud frappent Pyongyang et, disons, détruisent de toutes les armes nucléaires sur la terre ferme, le sous-marin nucléaire avec ses missiles nucléaires ripostera quand même. Sur Tokyo, sur Séoul, sur Los Angeles, c'est cela qui transforme la Corée du Nord d'un État dangereux en un État qu'il est impossible d'arrêter d'un seul coup. C'est pourquoi 2 blocs métalliques dans la cale d'un simple cargo étaient l'une des cargaisons les plus dangereuses de l'histoire moderne de l'humanité. Et voici ce qui m'intéresse le plus. Comment les services de renseignement américains ont-ils su ce qui était transporté? Ça, après tout, peut s'expliquer par des agents. Mais comment ont-ils su? Quand le navire partirait-il? Quel itinéraire il prendrait? Et à quel endroit? Et à quel moment précis se trouverait-il en Méditerranée? Nous ne savons pas, bien sûr, qui est précisément à l'origine de la fuite. Mais le simple fait que l'opération ait été menée avec une précision chirurgicale
montre bien que ce n'est pas dû à un simple coup de chance. C'est le résultat d'un travail minutieux. Donc le renseignement savait. Il ne restait plus, comme on dit, qu'à agir. Urso Meyer a quitté Saint-Pétersbourg. Officiellement, il prend la direction de Vladivostok en passant par le canal de Suez. En réalité, selon l'enquête espagnole, l'Espagne a ouvert une enquête. Le capitaine du navire, donc Igor Anissimov, savait que la destination finale serait Rasson, le port nord-coréen de Rasson. Là-bas, des grues attendaient qui devaient décharger les réacteurs. La légende sur l'itinéraire Saint-Pétersbourg-Vladivostok n'était qu'une couverture. Le 22 décembre, le navire se trouvait dans les eaux internationales entre l'Espagne et l'Algérie. Les données satellites enregistrent la vitesse. Elle chute brusquement à un nœud, puis il explose. Selon l'enquête espagnole, une brèche de 50 sur 50 cm, avec des bords repliés vers l'intérieur, a été découverte dans la coque, comme je l'ai déjà dit. Cela correspond à la trace typique d'un impact externe. Oui, on a frappé de l'extérieur. La version de l'enquête, c'est une torpille supercavitante de type Barracuda. Un type d'arme particulier, la torpille crée autour d'elle une bulle d'air qui réduit fortement la résistance de l'eau et elle se déplace à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle des torpilles ordinaires, presque sans bruit, c'est-à-dire pratiquement imperceptible. Détail important. Apparemment, le but n'était pas de faire exploser le navire, mais précisément d'y percer un trou pour qu'il coule lentement. Pour qu'il soit possible d'évacuer l'équipage et que tout cela ressemble à un accident et non à une attaque militaire. Sur, il me semble, 16 membres d'équipage, 2 ont disparu, 14 ont été sauvés et 2 sont portés disparus, nous ignorons ce qui s'est passé. Le navire de guerre russe Ivan Ivanien, qui accompagnait donc l'un des deux, Urso Meir, s'est comporté de manière très agressive. Il a essayé de repousser définitivement les sauveteurs espagnols qui étaient venus sauver les gars, là, leurs marins russes, là, et tout ça, n'est-ce pas? Guénine et Gemgenia exigeaient donc le respect d'une zone d'exclusion de 2 milles autour de leur navire. La situation est assez claire. L'équipe n'était pas dirigée par des gens qui sauvaient des marins, mais par des gens qui sauvaient des informations sur la Géorgie. Alors que le navire coulait, 4 autres explosions sous-marines ont eu lieu. L'enquête espagnole estime que c'est la Russie qui a tenté de détruire l'épave, pour que personne ne puisse la récupérer par la suite. Si vous êtes intéressé par une véritable analyse géopolitique, sans propagande, avec des faits, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Nous publions plusieurs fois par semaine, j'essaie de le faire quotidiennement. Maintenant, la question est, qui possède réellement une telle arme? Parce que ce n'est pas juste une simple torpille. Avec des torpilles à supercavitation, comme le Baragan, seuls quelques pays en possèdent, les États-Unis, la Russie, l'Iran, le Royaume-Uni et, je crois, encore quelques alliés de l'OTAN. La Russie, bien sûr, ne compte pas, c'est son propre navire. L'Iran, eh bien, il n'a ni la motivation ni la capacité d'opérer en Méditerranée avec une telle précision. Il ne reste donc qu'un cercle si restreint que vous pourriez, comme on dit, le délimiter en 5 secondes. Mais le plus important, ce n'est même pas le type d'arme, l'essentiel, c'est l'ensemble. La connaissance de l'itinéraire, la connaissance de la cargaison, la connaissance du moment, la présence d'un navire approprié, d'un sous-marin ou d'un navire de surface au bon endroit, au bon moment, et l'apparition immédiate d'avions américains au-dessus de la zone juste après l'incident. Les renifleurs nucléaires américains, c'est-à-dire les avions conçus pour détecter les matériaux radioactifs, ont ensuite survolé le lieu du naufrage du navire à 2 reprises au cours de l'année suivante. L'ensemble de ces facteurs, ce n'est pas une coïncidence, c'est, messieurs, une opération. Oui. Et voici ce qui est particulièrement intéressant. L'opération a eu lieu durant les dernières semaines de la présidence de Biden. À cette époque, la Maison-Blanche cherchait à éviter une confrontation directe avec Moscou. Cela signifie que la décision a été prise, au plus haut niveau du commandement militaire. Cela a sans doute été classifié très strictement, peut-être même caché à leurs responsables politiques. Durant les 2 ou 3 dernières années de sa présidence, Biden n'a pris aucune décision de manière autonome. Quelqu'un d'autre les prenait à sa place. Obama était déjà dans les coulisses, oui, l'élite militaire qui agissait à ses risques et périls. Peut-être, on ne peut pas laisser toute la Corée avec une flotte de sous-marins nucléaires au monde, comme on dit, et ceux qui ont fait ce qu'il fallait, sans rien dire à personne.
peut-être les 3 réponses à la fois. L'affaire est restée sous silence pendant quoi? 1 an et demi, jusqu'à hier. Mais pour une raison quelconque, elle a refait surface précisément maintenant. Le 13 mai 2026, CNN publie une enquête complète plus d'1 an après l'événement, soudainement sans raison apparente. Et la question en fait c'est sur quoi exactement? Pourquoi tout à coup? Et quelques jours plus tard, Trump rencontre Xi Jinping. Il faut comprendre un point que les médias occidentaux refusent encore d'expliquer. Certains le cachent, d'autres expriment leur haine envers Trump, d'autres agissent différemment. La Corée du Nord n'est pas un acteur indépendant. Pyongyang existe uniquement tant que Pékin le considère comme utile. Comme tampon ou autre chose, oui, comme un chien de garde en laisse. Sans le soutien chinois, le carburant, la nourriture, les canaux financiers, le régime de Kim ne tiendrait pas 1 an. Maintenant, imaginez la scène. Trump s'assoit en face de Xi et ne pose pas une note de protestation. Quelle protestation? Avec un sourire charmant, un rapport de renseignement fou. Nous savons que la Russie a transmis des technologies nucléaires à la Corée du Nord. C'est ce que vous voulez? Vous voulez que la Corée, que vous manipulez comme une marionnette, ait des sous-marins et que, si quelqu'un leur déplaît, des missiles puissent être lancés même dans votre direction. Nous avons déjà arrêté cela une fois. La prochaine fois, nous ferons autrement. Et une question. Mais où était donc le renseignement chinois? Il savait, la Chine savait. Elle n'en savait soi-disant rien. D'ailleurs, à propos du pétrole iranien non plus. Le pétrole iranien arrive aussi en Chine par ces mêmes circuits des parallèles. Les gars, parlons sérieusement de tous ces sujets maintenant. Vous voulez faire exploser le monde, bon sang? Très bien, allons-y comme on dit, à qui a la plus grosse, à se montrer nos jouets. C'est ce qu'on appelle un argument de négociation. Et comme vous le voyez, les Américains ont aussi leur argument de négociation. Cette histoire est devenue publique, ce n'est pas un hasard. Elle est devenue publique précisément au moment où cela était le plus avantageux pour Donald James Trump. Résultat, 2 réacteurs nucléaires gisent au fond de la Méditerranée. Là-bas, la profondeur atteint environ 2,5 km selon ce qu'on dit. La Corée du Nord ne les a pas obtenus. Eh bien, du moins, pas depuis ce navire. Dieu seul sait. Peut-être qu'ils ont envoyé quelque chose là-bas d'une autre manière. Mais cela signifie une chose simple. Le système de dissuasion fonctionne. Pas parfaitement, pas toujours, pas là où il devrait parfois. Pas toujours là où on le souhaiterait. Mais au moment critique, quelqu'un a pris une décision. Il a préparé et mené l'opération proprement, presque sans victime. Nous ignorons ce qu'il est advenu de ces 2 personnes. Peut-être sont-elles actuellement en prison ou ailleurs. Là-bas, Dieu seul le sait. Ils ont simplement été emmenés parce que ce ne sont pas des marins, mais des gens d'un autre genre. Nous ne savons rien. По крайней мере, мы знаем, что вот Là-bas, en tout cas, nous savons qu'il manque 2 personnes. кто-то предотвратил один из самых опасных. Voilà, il en manque. Quelqu'un a empêché l'un des actes de prolifération nucléaire les plus dangereux de ces dernières décennies. Le monde c'est plus complexe qu'on ne nous le dit. Et parfois, c'est exactement comme ça qu'il doit fonctionner. Si cette vidéo vous a été utile, mettez un j'aime. Ça aide vraiment la chaîne, non? Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et écrivez un commentaire. Alors, selon vous, les Américains ont-ils bien agi ou pas? Eh bien, vous savez, dans les eaux internationales, il est interdit, comme on dit, de frapper un navire étranger. Nous n'avons pas percé de trou dans la cale. Vous vous souvenez de Hippolyte 66. Je vous donne rendez-vous à la prochaine émission. Nous vous tiendrons informés de tous les détails de la visite la plus importante de notre millénaire, comme l'a déjà dit Trump. Mon reportage sur les premières heures de cette rencontre sera, je pense, diffusé très très bientôt. Au revoir.